Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale. Les titres. Au sommet de cette édition, en RDC, les combats reprennent malgré la trêve annoncée. Au Soudan, les forces de soutien rapide s'emparent de la ville d'Altina. Aux États-Unis, l'annulation des droits de douane crée une situation d'incertitude. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, l'accalmie n'aura été que de courte durée en République démocratique du Congo. Dans l'est du pays, les combats ont repris avec intensité malgré le cessez-le-feu en vigueur. L'armée congolaise accuse les rebelles de l'AFC M23 d'avoir rompu la trêve, ravivant les tensions dans une région déjà meurtrie par des années de violence. Suivons ensemble ce reportage. Les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 ont repris dans l'est de la RDC malgré l'entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise. Dans un communiqué publié vendredi, les FARDC ont dénoncé les attaques systématiques de la coalition AFC M23 appuyée par les forces rwandaises. Le gouvernement congolais est très respectueux puisque c'est lui qui réellement a besoin de la paix. Tandis que les rebelles, eux, n'ont pas besoin de la paix, ils ont besoin de conquérir davantage et ne font rien dans ces lieux qu'ils conquièrent, si ce n'est que des pillés en faveur du Rwanda. Au-delà des affrontements militaires, les forces armées congolaises dénoncent aussi des exactions commises contre des civils dans le sud de Kivu. Selon elles, ces violations compromettent les efforts diplomatiques. Les rebelles qui ont récemment perdu des positions rejettent ces accusations. Et même notre entrée à Goma, c'est parce que Kinshasa n'a jamais voulu respecter le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est violé parce que c'est de la stratégie du régime de Kinshasa de poursuivre la guerre. N'oubliez pas, la guerre pour le régime de Kinshasa est un business. C'est là où ils volent, c'est là où ils détournent. Ces violences ont entraîné le déplacement de plusieurs milliers de personnes. À Ouvira, dans ce camp de fortune où de nombreuses familles ont trouvé refuge, les conditions de vie restent précaires avec un accès limité à l'aide humanitaire. Plus de 200 000 civils ont fui la zone depuis le début du mois de février, selon la société civile Fizi. On parle sans cesse de cesser le feu, mais sans solution durable. Et la guerre continue. Les combats ont encore eu lieu hier à Lemera. Qu'on nous aide. Nous demandons aux autorités de s'asseoir autour d'une même table pour trouver une solution, arrêter la guerre, afin que nous puissions rentrer chez nous, cultiver nos champs, vivre avec nos enfants et retrouver la paix. De nouveaux combats ont été signalés dimanche sur les hauts plateaux de Minambwe dans la province du Sud Kivu.
Autre actualité, à nouveau, nouvelle avancée sur le front soudanais. Les forces de soutien rapide ont annoncé avoir pris le contrôle d'Altina, une localité stratégique située près de la frontière avec le Tchad. Un conflit ouvert avec l'armée depuis avril 2023, ce groupe paramilitaire renforce ainsi son emprise dans l'ouest du Soudan, accentuant les tensions dans une région déjà fragilisée par les mois de combat. Suivons ensemble ce reportage. Hier et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR se poursuivent avec une nouvelle avancée sur le terrain. Les FSR ont revendiqué la prise d'Altina, une localité stratégique située dans l'état du Darfour Nord, à la frontière avec le Tchad. La ville était jusqu'ici tenue par des forces alliées à l'armée soudanaise. Dans un communiqué diffusé sur Telegram, les paramilitaires affirment avoir pris le contrôle total de la zone, images à l'appui, montrant leurs combattants célébrant leur progression. Le gouverneur du Darfour, Mini Menaoui, proche de l'armée, dénonce de son côté des exactions répétées contre des civils. Depuis la chute d'El-Fasher fin octobre, les FSR contrôlent. En Libye, le mois de Ramadan s'ouvre dans un climat mêlé de ferveur et d'incertitude. Malgré les commémorations et les festivités officielles, de nombreux Libyens célèbrent ce mois spirituel dans l'incertitude entre difficultés économiques persistantes et instabilité politique. Derrière les illuminations et les discours, le quotidien reste marqué par les pénuries, la hausse des prix et un avenir encore flou. Reportage à suivre. Les Libyens ont entamé le Ramadan dans une atmosphère bien différente des célébrations passées. Si des feux d'artifice ont illuminé le ciel de Tripoli, la réalité quotidienne reste dominée par la crise économique. Il y a eu quelques changements ces 3 dernières années, surtout en matière de sécurité et d'économie, mais ils restent très limités. La situation économique se détériore avec la hausse du dollar et une forte spéculation sur les marchés. Tout cela affecte lourdement la vie quotidienne des citoyens. Les pénuries de certains produits, notamment de carburant, compliquent davantage la vie des habitants malgré les vastes réserves pétrolières et gazières du pays. Dans plusieurs supermarchés, certains produits sont désormais rationnés. À Tripoli, de nombreux distributeurs automatiques manquent de liquidités. 15 ans se sont écoulés depuis la révolution du 17 février. Avant, la vie était meilleure qu'aujourd'hui. Et à l'approche de cet anniversaire, les prix n'ont jamais été aussi élevés. Que ce soit en termes de liquidité ou de conditions de vie, rien ne s'est amélioré. L'État n'a pas réussi à offrir à ses citoyens une vie digne. En janvier, la Banque centrale basée dans l'ouest du pays a procédé à une nouvelle dévaluation du... Dans un autre registre, la nuit a été une nouvelle fois marquée par le fracas des explosions en Ukraine. La Russie a lancé des frappes massives visant une banlieue de Kiev ainsi que des sites énergétiques stratégiques. Le bilan fait au moins 1 mort et une douzaine de blessés, parmi lesquels figurent des enfants. Le président Volodymyr Zelensky a vivement dénoncé ces nouvelles attaques qui ravivent les tensions autant pour moi et aggravent la situation humanitaire. Suivons ensemble. Autre actualité à présent, le Mexique s'embrasse, voitures incendiées, routes bloquées, villes paralysées. Les partisans du cartel de Jalisco Nouvelle Génération sont descendus dans les rues après l'annonce de la mort de leur chef Rubén Oseguera Cervantes alias El Moncho.
Face à cette flambée de violence et à la crainte de représailles, la présidente mexicaine a lancé un appel au calme, tandis que les autorités tentent de reprendre le contrôle de la situation. Suivons ensemble ce reportage. Cartel de Jalisco nouvelle génération répondent par la violence à la mort de leur chef. Surnommé El Mencho, le baron de la drogue est blessé ce dimanche dans une opération de l'armée visant à le capturer. Il décède lors de son transfert en hélicoptère vers Mexico. Depuis, des pans entiers du pays sont paralysés et les habitants craignent des représailles. C'est une bonne chose qu'ils mettent fin à ces organisations, mais la situation actuelle suscite la peur. On ne sait pas comment réagir, ni quoi faire dans ces moments-là. Sur le réseau social X, la présidente mexicaine appelle au calme. Le ministère de la Défense nationale a rendu compte de l'opération menée par les forces fédérales qui a donné lieu à divers blocages et autres réactions. Nous devons rester informés et calmes. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'armée mexicaine, à la garde nationale, aux forces armées et au cabinet de sécurité. La tête de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes était mise à prix 15 millions de dollars par les États-Unis. L'homme dirigeait l'un des cartels les plus sanguinaires du pays. Créé en 2009, le groupe criminel pratique le racket, le trafic de drogue et d'êtres humains et est considéré par l'administration Trump comme une organisation terroriste. Suite à la flambée de violence qui a suivi la mort d'El Mencho, des dizaines de vols aériens ont été suspendus dans l'état de Jalisco. Les ambassades américaines et canadiennes ont appelé à la prudence leurs ressortissants. Dernière actualité pour clôturer cette édition. Aux États-Unis, le coup de théâtre judiciaire s'annonce. La Cour suprême des États a jugé inconstitutionnels les tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump. Une décision majeure mais qui ne dissipe pas toutes les inquiétudes. Pour Dawn Winner, propriétaire de Daily Chocolate dans le Vermont, l'annulation des droits de douane ne garantit pas une baisse immédiate des coûts, mais laisse les petites entreprises face à une incertitude économique. La chocolatière dans le Vermont importe son cacao d'Afrique et d'Amérique centrale. Même si la Cour suprême a annulé une partie des tarifs douaniers de Trump, sa boutique reste impactée. Près de 70% du chocolat vient d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana est un grand producteur, tout comme la Côte d'Ivoire. Et il y a aussi le chocolat issu d'Amérique centrale. Je dépends de ces importations. Donc ces taxes m'ont définitivement affecté. La chocolatière se dit satisfaite de la décision de la Cour, mais reste sceptique quant à ses effets sur le coût de ses produits. J'étais heureuse d'apprendre la décision. J'aimerais que tout se passe par les voies légales, par le Congrès, comme il se doit. Mais je ne suis pas sûre que cela changera réellement les choses. Une fois qu'un pic de prix survient, il perdure un certain temps. Malgré ce revers judiciaire, le président Trump a annoncé de nouveaux droits de douane mondiaux, d'abord de 10%, puis relevés à 15%, utilisant une autre base légale que celle jugée inconstitutionnelle. Pour Dawn, comme pour de nombreux petits entrepreneurs américains, la situation reste complexe et incertaine. Alors, tous les tarifs ont-ils vraiment disparu? Il ne resterait que 10%? Si c'est 10% et non plus 12% pour moi, c'est tant mieux. Mais à l'échelle de mon entreprise, il est difficile de savoir comment cela va réellement m'affecter. Je pense vraiment que nous allons en rester là où nous sommes. Pour Dawn Wagner, cette décision de la Cour... Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Esaü TV.